Dans la nuit du 26 décembre, les frappes américaines ont claqué au nord du Nigeria. En quelques heures, l'annonce a déplacé le centre de gravité régional, car Washington teste un appui depuis le golfe de Guinée après la perte d'Agadez en 2023, et vise surtout le Janième déplacé vers Sokoto et Kara. Pour les autorités, les entreprises et les habitants, que change ce signal ? Et pourquoi l'alerte d'Ibrahim Traoré pèse-t-elle sur les mois qui viennent à l'approche de 2026 ? Une escalade peut désormais se répéter, sans base terrestre, sur plusieurs États. Cette analyse ne se limite pas à raconter une frappe de plus dans une région déjà instable. Elle vise à expliquer pourquoi l'épisode du 26 décembre dépasse largement le cadre sécuritaire nigérian et s'inscrit dans une recomposition stratégique de toute l'Afrique de l'Ouest. En comprenant cette séquence, le lecteur peut saisir comment une décision militaire ponctuelle modifie les équilibres entre États, redéfinit les marges de manœuvre politiques et déplace silencieusement les zones d'exposition pour des millions de personnes. L'enjeu est double. À court terme, il s'agit de mesurer comment la présence américaine dans le golfe de Guinée transforme la logique d'intervention, en rendant possible des frappes rapides sans dépendance à une base terrestre sahélienne. À moyen terme, la question centrale devient celle de l'effet domino. Déplacement des groupes militants, réaction en chaîne des gouvernements voisins et montée progressive des tensions à l'approche des échéances politiques régionales. En filigrane, les avertissements formulés par Ibrahim Traoré servent de repère, non comme une prophétie, mais comme un cadre de lecture reliant rivalité internationale et fragilité locale. Comprendre cette articulation permet d'éviter une lecture simpliste des événements et d'anticiper leurs conséquences concrètes. Deux faits changent immédiatement la lecture des frappes du 26 décembre. D'abord, les cibles ne se situent pas dans les bastions traditionnels du nord-est nigérian, mais dans des zones comme Sokoto et Kara, historiquement périphériques au récit sécuritaire. Ensuite, l'opération coïncide avec la présence d'un navire américain positionné dans le golfe de Guinée, capable d'atteindre plusieurs États d'Afrique de l'Ouest en un temps très court. Ces deux éléments suffisent à dépasser l'idée d'une action isolée. Ce déplacement géographique révèle une dynamique plus large. Les groupes militants, chassés du Mali, du Niger et du Burkina Faso par les forces de l'AES, ont cherché de nouveaux espaces de repli. Leur apparition au nord du Nigeria agit comme un indicateur. La pression exercée au cœur du Sahel ne supprime pas la menace, elle la déplace. C'est précisément ce mécanisme que plusieurs observateurs régionaux, dont Ibrahim Traoré, avaient mis en avant en évoquant le risque d'une extension progressive des tensions. Le contexte stratégique éclaire ce choix. Depuis son éviction de la base d'Agadez en 2023, Washington cherchait un point d'ancrage alternatif offrant une profondeur opérationnelle comparable. Le golfe de Guinée fournit cette solution, tout en s'inscrivant dans une rivalité plus large avec la Russie et la Chine pour l'influence en Afrique de l'Ouest. Dans cette logique, contenir les groupes militants dans l'espace sahélien devient un moyen indirect de limiter l'expansion de partenariats sécuritaires concurrents. Pour les populations locales, cette reconfiguration est brutale. Des régions auparavant perçues comme en marge du conflit se retrouvent projetées au centre d'enjeux internationaux qui les dépassent. L'inquiétude ne porte pas seulement sur un groupe précis, mais sur la possibilité que le conflit franchisse désormais les frontières avec plus de fluidité. C'est ici que l'avertissement d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Non comme une déclaration abstraite, mais comme la description d'un engrenage où chaque mouvement stratégique entraîne une réaction en chaîne. La question devient alors simple et lourde à la fois. Jusqu'où cette logique peut-elle s'étendre ? Pour comprendre ce basculement, il faut quitter un instant les cartes stratégiques et revenir au terrain. Dans les régions de Sokoto et de Kara, l'irruption soudaine de ces frappes a agi comme un révélateur. Ces zones n'étaient pas perçues comme des fronts actifs du conflit sahélien, encore moins comme des points d'intérêt pour des opérations impliquant une grande puissance extérieure. Leur apparition dans le récit militaire marque donc une rupture nette avec la routine sécuritaire précédente. Les premiers effets se lisent dans les réactions locales. Les autorités régionales doivent gérer une double pression, rassurer des populations peu habituées à être associées à des groupes militants venus du Sahel, tout en intégrant une nouvelle dimension internationale dans leurs calculs. Pour les habitants, l'impact est plus diffus mais immédiat.
Le sentiment dominant n'est pas tant la peur d'un acteur armé spécifique que l'impression d'être devenu, presque du jour au lendemain, un espace de projection pour des rivalités qui dépassent largement le cadre nigérian. Ce glissement explique pourquoi les avertissements formulés en amont par Ibrahim Traoré trouvent un écho particulier. Il mettait en garde contre un déplacement silencieux des lignes de front, provoqué par des pressions extérieures croissantes autour du bloc sahélien. À Sokoto et à Kwara, cette idée prend une forme concrète. Le conflit n'avance plus seulement par conquête territoriale, mais par redéfinition des zones exposées. Ainsi, l'impact précoce des frappes ne se mesure pas uniquement en termes militaires. Il réside aussi dans ce changement de statut imposé à des communautés jusque-là périphériques. En quelques heures, leur quotidien s'est retrouvé relié à une dynamique régionale beaucoup plus vaste, où chaque décision stratégique rejaillit bien au-delà de son point d'origine. Avant le 26 décembre, la situation suivait une trajectoire presque routinière. Les groupes militants déplacés depuis le Mali, le Niger et le Burkina Faso tentaient de se redéployer discrètement vers le nord du Nigeria, profitant de zones moins surveillées et d'une perception locale encore éloignée du conflit sahélien. Cette phase d'adaptation restait largement invisible dans le débat public, traitée comme une extension marginale d'une menace déjà connue. Le déclenchement intervient lorsque les premières informations sur les frappes américaines commencent à circuler. En quelques heures, la confirmation officielle tombe. Les États-Unis ont ciblé des positions identifiées comme liées au JNIM dans les régions de Sokoto et de Kara. Ce choix rompt immédiatement avec les schémas habituels. Les bastions historiques de Boko Haram dans le nord-est ne sont pas concernés. La priorité est clairement donnée à un groupe récemment déplacé, ce qui signale une lecture stratégique différente de la menace. Le pic de la séquence se situe dans la compréhension du dispositif utilisé. La présence d'un navire américain dans le golfe de Guinée, jusqu'alors perçu comme logistique ou symbolique, prend une dimension opérationnelle. Cette plateforme permet d'atteindre plusieurs États de la région sans repositionnement majeur. La frappe devient alors une démonstration de capacité. Elle montre que Washington peut intervenir rapidement sans dépendre d'une base terrestre sahélienne après la perte d'Agadez en 2023. Ce basculement est central car il transforme un événement ponctuel en signal stratégique. À partir de là, les ondes de choc se propagent. Pour le gouvernement nigérian, l'opération offre une marge politique nouvelle. Elle permet d'afficher une action ferme contre un groupe militant sans assumer seul le coût militaire et diplomatique. Dans un contexte où l'échéance électorale de 2027 se profile, cette coopération peut être valorisée comme un gage de sécurité renforcée. Pour les États voisins, la lecture est plus anxieuse. Si les combattants sont repoussés vers d'autres zones côtières ou vers le cœur du Sahel, la logique révélée par cette frappe laisse entendre que les interventions pourraient suivre. C'est précisément dans cette phase que les déclarations antérieures d'Ibrahim Traoré s'insèrent dans le fil des événements. En évoquant un risque de conflit multiple à l'approche de 2026, il pointait un enchaînement où pression extérieure et déplacement militant s'alimentent mutuellement. La séquence nigériane en fournit une illustration concrète. Chaque action militaire redessine la carte des refuges possibles et pousse les acteurs armés à se déplacer plutôt qu'à disparaître. Les conséquences immédiates ne sont donc pas uniquement sécuritaires. Elles modifient la perception régionale de la stabilité. Des zones auparavant considérées comme périphériques deviennent des maillons d'une chaîne stratégique plus large. Le 26 décembre agit ainsi comme un accélérateur, transformant une dynamique latente en un processus visible et potentiellement répétitif. La question qui émerge n'est plus celle de la frappe elle-même, mais celle de la cadence future de ce type d'intervention. Avant le 26 décembre, le cadre chiffré de la présence américaine en Afrique de l'Ouest reposait sur une contrainte claire. Sans base terrestre majeure dans le Sahel, la capacité d'intervention rapide était réduite. Depuis l'éviction de la base d'Agadez en 2023, Washington avait perdu un rayon d'action régional critique, limitant sa faculté à projeter de la force sans accord lourd ou délais importants. Cette situation constituait le point de départ, ce point de départ de la séquence actuelle. La frappe du 26 décembre marque un changement net.
Pour la première fois depuis ce retrait, une opération est menée depuis une plateforme maritime positionnée dans le golfe de Guinée, capable de toucher l'intérieur du Nigeria et, par extension, plusieurs États voisins. Le changement n'est pas seulement géographique, il réduit le temps de réaction et élargit le spectre des zones atteignables sans dépendre d'infrastructures sahéliennes vulnérables. En termes simples, la contrainte logistique se transforme en avantage opérationnel. Un autre repère dans le temps renforce cette lecture. L'horizon 2026, mentionné dans les avertissements d'Ibrahim Traoré. Ce marqueur n'est pas un chiffre abstrait. Il correspond à une période où se cumulent plusieurs tensions prévisibles. Recomposition des alliances sécuritaires, rivalité accrue entre puissances extérieures et fragilités internes persistantes dans le Sahel. La frappe du 26 décembre s'inscrit comme un signal précoce dans cette trajectoire, montrant que les acteurs extérieurs ajustent déjà leurs dispositifs en anticipation de cette phase. Un dernier repère chiffré concerne l'échéance électorale nigériane de 2027. Dans le récit source, cette date éclaire les incitations politiques d'Abuja. Une coopération militaire visible avec les États-Unis peut être présentée comme un résultat concret en matière de sécurité. La valeur de ce chiffre ne tient pas à un comptage d'opérations, mais à son poids symbolique. Il crée une fenêtre où des actions ponctuelles peuvent être interprétées comme des preuves de leadership et de contrôle. Pris ensemble, ces trois éléments, 2023, 2026 et 2027, dessinent une ligne de lecture cohérente. Le passage d'un modèle contraint à un modèle projetable modifie la dynamique régionale. Les chiffres ne décrivent pas une escalade quantitative immédiate, mais un changement qualitatif de capacité. C'est précisément ce glissement que soulignait Ibrahim Traoré lorsqu'il évoquait une montée des tensions liées aux pressions extérieures autour du bloc sahélien. Ainsi, la frappe du 26 décembre n'ajoute pas simplement un événement de plus à la chronologie. Elle transforme les paramètres mesurables de l'action militaire en Afrique de l'Ouest en réduisant les obstacles techniques et en rapprochant des échéances politiques clés. Le chiffre le plus important n'est peut-être pas celui des frappes elles-mêmes, mais celui du temps gagné pour intervenir à nouveau. Deux interprétations dominent le débat régional autour des frappes américaines du 26 décembre. La première, souvent avancée par des observateurs extérieurs, considère l'opération comme une action strictement sécuritaire. Selon cette lecture, cibler un groupe militant déplacé depuis le Sahel, même en dehors de ses bastions habituels, réduit sa capacité opérationnelle et contribue à la stabilité. Dans ce cadre, l'emplacement précis importe moins que l'effet immédiat. Affaiblir un acteur armé perçu comme dangereux avant qu'il ne s'enracine durablement. La seconde lecture adopte un angle plus politique. Elle souligne qu'une intervention menée par une puissance extérieure, même avec l'accord du gouvernement nigérian, crée un précédent sensible, autoriser des frappes répétées pourrait affaiblir la souveraineté collective de l'Afrique de l'Ouest et renforcer une dépendance sécuritaire à long terme. Cette position insiste sur le risque d'un cycle où chaque déplacement militant devient un motif d'intervention au détriment de solutions régionales autonomes. Ces deux arguments présentent une cohérence interne réelle. Toutefois, lorsqu'on les confronte aux éléments factuels du récit source, une dynamique plus structurée apparaît. Les frappes du 26 décembre ne visent pas les groupes historiquement actifs dans le nord-est, mais un acteur précis, récemment déplacé depuis le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce ciblage sélectif suggère que l'objectif dépasse la neutralisation ponctuelle d'une menace. Il s'inscrit dans une logique de confinement géographique visant à maintenir les groupes militants dans un espace où les puissances occidentales estiment mieux contrôler leurs mouvements. La présence du navire américain dans le golfe de Guinée renforce cette conclusion. Elle indique une capacité pensée pour se répéter, indépendamment d'une base terrestre sahélienne. Dès lors, l'opération apparaît moins comme une exception que comme un test grandeur nature d'un dispositif élargi. C'est précisément ce type d'enchaînement qu'évoquait Ibrahim Traoré lorsqu'il mettait en garde contre une montée des tensions alimentées par des pressions extérieures croissantes autour du bloc sahélien. Ainsi, sans invalider totalement les deux lectures opposées, les faits disponibles orientent vers une compréhension plus large. La frappe n'est ni purement tactique, ni uniquement symbolique.
Elle marque l'entrée dans une phase où la gestion des groupes militants devient un levier central de la compétition géopolitique régionale. Cette phrase résume le basculement révélé par les frappes du 26 décembre. Jusqu'ici, l'essentiel de la lecture stratégique reposait sur les bases terrestres sahéliennes et sur la pression exercée directement au cœur du Mali, du Niger et du Burkina Faso. L'apparition d'une capacité opérationnelle maritime dans le golfe de Guinée modifie cette architecture. Le point d'appui n'est plus enclavé. Il devient mobile, discret et potentiellement réutilisable. Ce déplacement change la logique d'ensemble. La lutte contre les groupes militants ne se joue plus uniquement sur la tenue d'un territoire, mais sur la capacité à intervenir rapidement là où ils tentent de se redéployer. En ce sens, la frappe fonctionne comme une démonstration. Elle prouve qu'un acteur extérieur peut désormais atteindre plusieurs zones de l'Afrique de l'Ouest sans signal préalable lourd, ni dépendance à un partenaire sahélien spécifique. C'est à ce stade que les avertissements d'Ibrahim Traoré prennent une dimension structurelle. Il ne s'agissait pas seulement d'anticiper une montée des violences, mais de pointer un changement de méthode. Lorsque la pression extérieure se déplace vers les marges côtières, l'ensemble de la région entre dans une phase d'incertitude accrue. Chaque mouvement militant devient un test, chaque réponse militaire un précédent. À ce moment charnière, il ne s'agit pas d'une escalade visible, mais d'un glissement silencieux. La capacité est désormais en place. La question n'est plus de savoir si elle peut être utilisée, mais quand et où elle le sera à nouveau. Les effets des frappes du 26 décembre ne se limitent pas au champ militaire. Ils se déploient de manière différenciée selon les acteurs concernés, révélant une recomposition silencieuse mais profonde des équilibres régionaux. Pour les États, la première conséquence est institutionnelle. Le Nigeria obtient une marge de manœuvre nouvelle en affichant une coopération sécuritaire active avec Washington sans endosser seul le coût politique d'une intervention directe. Cette posture peut être valorisée comme un signe de fermeté et de contrôle, notamment à l'approche de l'échéance électorale de 2027. Dans le même temps, elle crée une dépendance implicite à une capacité extérieure désormais installée dans le paysage régional. Du côté des entreprises, l'impact est plus indirect, mais tout aussi réel. Les régions de Sokoto et de Kwara reposent sur des réseaux commerciaux intérieurs et des flux logistiques qui n'étaient pas associés aux zones de conflit sahéliens. Leur apparition soudaine dans une dynamique sécuritaire internationale modifie la perception du risque. Les acteurs économiques anticipent généralement avant que les effets ne soient visibles, hausse des coûts de transport, ralentissement des investissements et prudence accrue dans des zones jusque-là considérées comme relativement stables. Le conflit n'a pas besoin de s'installer durablement pour produire ses effets, la simple possibilité suffit à influencer les décisions. Pour les populations locales, la conséquence la plus marquante est le changement de statut. Être désigné comme zone de repli potentiel pour des groupes militants déplacés depuis le Sahel crée un sentiment d'exposition inédit. Les habitants ne réagissent pas seulement à la peur d'un acteur armé précis, mais à l'idée que leur quotidien est désormais lié à des arbitrages géopolitiques pris loin d'eux. Chaque frappe rappelle que le conflit peut franchir les frontières plus rapidement qu'auparavant. À l'échelle régionale, enfin, l'effet est cumulatif. La présence américaine dans le golfe de Guinée, combinée à la logique de confinement des groupes militants, installe un nouveau corridor opérationnel occidental. Cette perspective alimente les inquiétudes exprimées par plusieurs dirigeants sahéliens, parmi lesquels Ibrahim Traoré, qui redoute une montée des tensions nourrie par la compétition entre grandes puissances. Le risque central n'est pas une explosion immédiate, mais une normalisation progressive des interventions, où chaque déplacement militant justifie une nouvelle action. Ainsi, les conséquences réelles des frappes se mesurent moins en gains tactiques qu'en transformation durable. Elles redessinent les calculs politiques, économiques et sociaux de toute l'Afrique de l'Ouest. Le conflit ne s'étend pas seulement dans l'espace, il s'étend dans les esprits en installant l'idée que plus aucun territoire n'est totalement périphérique. À partir des éléments fournis par le récit source, 3 trajectoires distinctes se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais permettent d'ordonner les risques à partir des dynamiques
déjà visibles. D'abord, une trajectoire prolonge la logique actuelle. Les États-Unis continuent d'utiliser leur plateforme maritime dans le golfe de Guinée pour mener des frappes ciblées contre le Djeniem si celui-ci tente de s'implanter durablement au nord du Nigeria. Dans cette hypothèse, les opérations restent limitées mais régulières. Le Nigeria joue un rôle de partenaire clé, tandis que les groupes militants sont contenus sans être éliminés. Si cette trajectoire se maintient, alors la région entre dans une phase de gestion permanente de la menace, avec une stabilité relative mais fragile, ponctuée de rappels militaires. Ensuite, une trajectoire plus favorable peut se dessiner. Si les groupes militaro-militants déplacés depuis le Sahel échouent à trouver de nouvelles zones de refuge et sont progressivement repoussés, alors la coopération sécuritaire pourrait produire un effet dissuasif durable. Les frappes deviennent exceptionnelles, la présence américaine conserve surtout une valeur de signal, et les régions comme Sokoto et Kwara retrouvent un statut moins exposé. Dans ce cas, la pression régionale diminue sans disparaître, et les tensions géopolitiques restent contenues à un niveau gérable. Enfin, une trajectoire plus tendue correspond aux inquiétudes décrites dans le récit. Si les combattants cherchent à se replier vers le Bénin, le Cameroun ou de nouveau vers le cœur du bloc sahélien, alors la logique d'intervention pourrait s'étendre. Chaque déplacement serait interprété comme une justification pour une nouvelle frappe, installant un cycle d'actions successives. Si cette dynamique s'enclenche, alors l'Afrique de l'Ouest pourrait entrer dans une phase d'instabilité chronique, où les lignes de front se déplacent sans cesse. Dans ces trois scénarios, un point commun s'impose. Les choix faits d'aujourd'hui conditionnent la cadence future des interventions. La recommandation clé n'est pas opérationnelle, mais analytique. Observez les déplacements militants et les réponses politiques comme un système unique. Si ces signaux sont lus isolément, les risques sont sous-estimés. S'ils sont reliés, ils révèlent la trajectoire réelle de la région. À ce stade du récit, les dynamiques décrites cessent d'être abstraites. Elles prennent une signification différente selon le regard porté par le lecteur. Pour un premier groupe, ceux qui s'intéressent à la stabilité régionale, les frappes du 26 décembre agissent comme un signal d'alerte. Elles montrent que les lignes de front ne sont plus fixes et que des zones considérées comme secondaires peuvent devenir centrales en très peu de temps. Cette mobilité du conflit complique toute lecture rassurante de la situation en Afrique de l'Ouest. Pour un deuxième groupe, plus sensible aux enjeux géopolitiques, l'épisode nigérian éclaire la rivalité entre puissances extérieures. La présence américaine dans le golfe de Guinée n'est pas seulement une réponse sécuritaire. Elle s'inscrit dans une compétition d'influence où chaque mouvement militaire sert aussi de message stratégique. Dans ce cadre, les avertissements formulés par Ibrahim Traoré trouvent un écho particulier, car ils relient directement pression internationale et fragilité locale sans passer par un discours idéologique. Un troisième groupe, enfin, observe ces évolutions avec un intérêt plus pragmatique. Chercheurs, journalistes, acteurs économiques ou étudiants y voient une leçon de méthode. Ce qui se passe au Nigeria n'est pas un cas isolé, mais un nœud où se croisent déplacements militants, calculs politiques et rivalité globale. Comprendre cette articulation aide à anticiper où surgiront les prochains points de tension. Dans tous les cas, une conclusion s'impose. Suivre uniquement les événements spectaculaires ne suffit plus. Ce sont les signaux faibles, les déplacements discrets et les choix institutionnels qui dessinent la trajectoire réelle. Pour le lecteur, l'enjeu est donc moins de réagir à chaud que d'apprendre à lire ces indices avant qu'ils ne deviennent visibles pour tous. À partir des informations strictement contenues dans le récit source, une trajectoire de gestion apparaît sans prétendre résoudre l'ensemble des tensions régionales. D'abord, l'attention se porte sur le Nigeria. Les autorités doivent clarifier publiquement le cadre de coopération militaire avec les États-Unis. Le transcript indique que l'accord existe déjà, mais reste peu défini. Rendre visibles les lignes rouges, les zones concernées et les limites d'intervention permettrait de réduire les interprétations incontrôlées et d'éviter que chaque frappe ne soit perçue comme arbitraire. Ensuite, les États côtiers voisins entrent en jeu. Le déplacement potentiel du JNIM vers le Bénin ou le Cameroun est identifié comme un déclencheur possible de nouvelles interventions. Une coordination minimale
centré sur le partage rapide d'informations, devient alors crucial. L'indicateur clé n'est pas la puissance militaire, mais la capacité à détecter et signaler les mouvements avant qu'ils ne franchissent les frontières. Puis, le bloc sahélien AES est directement concerné. Les dirigeants de cette alliance, parmi lesquels Ibrahim Traoré, considèrent la séquence actuelle comme le produit de pression extérieure croissante. Leur marge d'action réside dans le renforcement de la surveillance des zones susceptibles de redevenir des refuges. L'objectif n'est pas l'escalade, mais la réduction des espaces disponibles pour un redéploiement militant. Enfin, à l'échelle régionale, une étape supplémentaire peut être envisagée. Le transcript suggère un environnement où chaque déplacement armé entraîne une réaction. Mettre en place un mécanisme de consultation rapide entre Abuja, les États voisins et l'AES pourrait ralentir ce cycle. Réduire le délai de réaction politique permettrait de limiter les réponses purement militaires. Dans cette lecture, la solution n'est pas une action unique, mais une séquence coordonnée. Elle vise moins à éliminer un risque qu'à empêcher sa diffusion incontrôlée. C'est précisément ce que soulignait l'avertissement d'Ibrahim Traoré. Sans cadre commun, chaque décision locale peut produire un effet régional disproportionné. Lorsque l'on revient mentalement aux régions de Sokoto et de Kara, un contraste s'impose. Ces territoires longtemps absents des cartes du conflit sahélien sont devenus en quelques jours des points de référence dans une narration géopolitique qui les dépasse. Ce basculement résume toute la fragilité de l'équilibre régional. Rien n'a changé dans la vie quotidienne de ces communautés, sinon le regard posé sur elles depuis l'extérieur. C'est ce décalage qui donne une résonance particulière aux avertissements d'Ibrahim Traoré. Il ne visait pas à dramatiser la situation, mais à rappeler que les conflits modernes se déplacent souvent plus vite que les récits officiels. Un groupe chassé d'un espace trouve refuge ailleurs. Une puissance privée de base terrestre invente une nouvelle méthode d'intervention. Entre les deux, des populations ordinaires se retrouvent projetées au centre d'enjeux qu'elles n'ont pas choisis. Le fil conducteur de cette histoire n'est donc ni une frappe, ni un navire, ni même une rivalité entre grandes puissances. Il réside dans cette capacité du conflit à glisser, presque silencieusement, d'un territoire à l'autre. Ce glissement est la véritable constante. Une phrase suffit pour en résumer le sens profond. Quand les lignes bougent, personne n'est vraiment en marge. C'est cette réalité, plus que les annonces officielles, qui façonnent désormais l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. À ce stade, l'essentiel n'est pas d'adhérer à une interprétation unique, mais de maintenir un espace de lecture attentif et nuancé. Les événements du 26 décembre, la présence américaine dans le golfe de Guinée et les déplacements des groupes militants composent un tableau en mouvement. Aucun de ces éléments ne prend tout son sens isolément. C'est leur combinaison qui dessine la trajectoire réelle de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui suivent ces dynamiques, l'enjeu collectif est simple, comprendre avant de juger, relier avant de conclure. Observez comment une décision militaire prise loin du terrain peut transformer en cascade des équilibres politiques, économiques et sociaux. Se demander aussi quels signaux méritent le plus d'attention dans les mois à venir. Mouvement discret plutôt que déclaration spectaculaire. Cadre institutionnel plutôt que réaction immédiate. Ouvrir le dialogue sur ces questions permet d'éviter deux écueils fréquents. Le premier est la banalisation d'interventions répétées. Le second est la lecture purement émotionnelle d'une situation profondément structurelle. En restant attentif aux indices décrits tout au long de ce récit, chacun peut affiner sa propre grille d'analyse. La question finale reste volontairement ouverte. Dans un espace aussi interconnecté, comment prévenir l'escalade sans ignorer les réalités sécuritaires ?